Tout le monde, bienvenue au Show des entraîneurs, le podcast qui est présenté par des entraîneurs pour les entraîneurs. Comme à l'habitude, je suis avec mon cher Gabriel pour un autre épisode et j'ai eu la chance, premièrement, je me rappelle que je suis Coach Sam, votre hôte, votre gentil hôte, et je suis avec mon grand ami Louis Dom aujourd'hui pour qu'on parle ensemble de plusieurs différents sujets. Premièrement, mon chum, comment vas-tu? Super bien, toi? Ça va très bien. Ça fait des lunes qu'on ne s'est pas vu. Ouais. Fait que je suis super content de te recevoir pour le podcast, On est dû, premièrement. Aujourd'hui, on va parler de bodybuilding. On va parler de différents sujets. Pourquoi est-ce que je voulais te voir? C'est que, bon, tu sais, c'est un podcast pour les entraîneurs. Il y a Ouais. beaucoup d'entraîneurs qui pensent beaucoup comme nous à monsieur, madame, tout le monde. De ton côté, je sais que tu es un spécialiste au niveau des compétitions. Tu as eu beaucoup d'athlètes de compétition. Je veux qu'on en parle parce que je sais qu'il y a des gens à la maison qui veulent devenir coach ou qui le sont déjà puis qui aimeraient peut-être ça s'enligner vers entraîner des athlètes ou qu'ils sont eux-mêmes puis qu'ils se disent où est-ce que par où je commence, dans le fond, pour coacher les athlètes. Moi, je veux qu'on commence par le commencement. Il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas aussi. Ouais. Louis-Dom, tu as fait plein de choses dans ta vie. Alors, premièrement, si on commence par le commencement, ta passion pour l'entraînement, ton désir de devenir coach, ça part de où? Honnêtement, j'ai tout le temps été quelqu'un de super sportif. Depuis que je suis super jeune, j'ai commencé à jouer au soccer, j'avais 4 ans, j'ai joué pendant 13 ans. Ensuite, ça a été le baseball, après ça, le football. J'ai toujours été un gars d'équipe. J'ai toujours été un leader aussi dans les sports. Okay. Comme toutes les saisons que j'ai joué au football, j'en ai aucune que j'ai pas été capitaine, on va dire. J'ai tout le temps l'idée. J'ai toujours trippé. C'est ce que j'aimais le plus dans les sports. C'était plus l'atmosphère de l'espèce de sentiment d'appartenance à l'équipe, l'atmosphère entre les boys, tout ça. J'ai toujours vraiment trippé là-dedans. Puis une fois que ça, dans le fond, ça a pris fin quand je me suis blessé. Là, ça a été un peu une période un peu plus sombre, si on peut dire, où que là, je me ramasse à je joue au foot 6 jours semaine, je fais plus rien. Puis c'est là que j'ai commencé les exercices de physiothérapie, parce que j'avais jamais même m'entraîner au gym. J'ai toujours été quelqu'un de j'aime ce que j'ai de la facilité à faire. Puis tu sais, au gym, quand tu prends un poids la première fois, il est lourd. Il y a personne qui arrive puis qui bench, en tout cas, à part certaines exceptions, il y a personne qui arrive au gym puis qui lève 500 livres directement, tu sais. Fait que j'aimais pas ça parce que j'étais pas bon. T'sais. Mais avec les exercices de physiothérapie, j'ai pas eu le choix de me mettre au gym à l'entraînement. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à aimer ça parce qu'il me fallait quelque chose pour évacuer un petit peu d'énergie, de stress. On voit que c'était mon antidépresseur aussi en même temps. C'était ma façon de traverser ma peine d'amour un peu avec le football, si on peut dire. Là. Fait que c'est comme ça que je me suis trouvé vers l'entraînement. Puis ça a été, tu sais, j'ai essayé beaucoup d'affaires, j'ai étudié dans plusieurs domaines. Par contre, je me suis toujours un peu cherché. J'ai jamais vraiment eu l'impression que je trouvais vraiment ma place. Mais le seul endroit où j'étais vraiment à l'aise, ça a toujours été le gym. J'ai toujours été à l'aise de donner des conseils au monde. J'ai toujours été à l'aise de, même avant que je commence à être, avant d'être même certifié entraîneur, j'ai commencé à coacher, comme un peu pas mal tout le monde, pendant une couple d'années, tu sais, juste pour des amis par-ci par-là. Puis j'ai vraiment trippé là-dedans. Je me suis dit, mon Dieu, ce serait, tu sais, si j'avais une décision à prendre, c'est quoi mon métier de rêve que je ferais pour le restant de ma vie, ben c'est ça. Par contre, c'était tout le temps l'aspect financier qui me trottait dans la tête. Je me disais, tu sais, je sais pas si un coach va faire assez d'argent pour être capable vraiment d'en vivre. Est-ce que c'est payant? Tu sais, on l'entendait beaucoup aussi. En général, le monde, il parlait tout le temps un peu ça comme un sujet, un job un petit peu, on va dire. Tu sais, tu fais pas bien de l'argent. Là, c'était comme low class, on va dire, si on peut dire. Mais je me suis dit, you know what, je vais juste le tenter. Je vais l'essayer. Puis si ça plante, ben ça plantera. Puis finalement, ben je suis encore ici là-dedans, en ce moment. J'aime ça, man. C'est ça que j'aime des podcasts comme ça, qu'on reçoit des invités, même si je les connais, c'est que j'ai beau te connaître depuis plusieurs années. Je ne savais même pas au final comment ça avait commencé. Puis c'est quand même pas le parcours le plus conventionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, qui s'entraînent parce qu'ils veulent être plus gros, puis qui font des compés, puis qui deviennent coach. Toi, il y avait quand même un côté... passion. Exactement, au niveau physio, je pense quand même que c'est vraiment intéressant de savoir que tu as commencé vraiment sans aucun amour pour le gym, sans aucun intérêt même en rehab. Ouais, cool, directement. J'ai jamais trippé le gym. Jamais. Pour moi, ça a changé. Maintenant, j'adore ça. Maintenant, j'aime ça. Ouais. Je sais que moi, puis Gam, tu sais, nous autres, on entraîne des, comme j'ai dit tantôt, des clients, monsieur, madame, tout le monde. Oui. Vraiment, Gab, de ton côté, qu'est-ce que tu penses? Je vais avoir la réponse à lui donner après. C'est quoi pour toi la différence entre entraîner des clients, monsieur, madame, tout le monde, et entraîner un athlète? Pour toi, c'est quoi la différence? Honnêtement, je dirais que ça devrait vraiment dépendre de ton client et de ton type de coaching. Parce qu'il y a des clients comme moi qui vont coacher monsieur, madame, tout le monde, qui vont être le plus pointilleux possible. Moi, je dirais que sur moi, j'imagine que la plus grosse différence, ça va être vraiment à quel point est-ce que le client va appliquer à la lettre ce que tu vas lui demander. Dans le sens que monsieur, madame, tout le monde, pourquoi est-ce que c'est pas un athlète? C'est parce qu'il rentre pas dans le 1%. N'importe qui peut rentrer dans le 1%. Selon moi, sur une grosse perspective, le client qui va voir Louis Dom, faut qu'il suive à 110% qu'est-ce que Louis Dom lui donne. Parce que si tu ne suis pas,
Puis souvent, j'imagine qu'il y a pas du Ouais. monde que tu coaches et pas aller sur le stage ou des prep comme ça. Peut-être Ouais. que je me trompe. Ouais. Fait que cette personne-là, Chris, il faut qu'elle soit numéro 1. Il faut Ouais. qu'elle gagne. Fait qu'elle suit à 110% qu'est-ce qu'elle donne. Moi, mon client, même s'il suit à 50%, c'était qu'est-ce que lui, il veut me donner. Puis, faut pas que j'attende que mon client suive à 100%. Mais à part de gens qui vont venir me voir, c'est pas pour être justement le plus à la lettre possible. Fait que moi, je pense que la mentalité du client serait la plus grosse différence. Mais encore une fois, je connais pas assez le type de coaching de Louis Dom pour aller plus loin que ça. C'est pour ça que je te demandais la question, justement, parce que moi, j'ai été coaché pendant longtemps par Louis Dom au niveau des compétitions. Ouais. Justement, tu as le temps, le drive de vouloir gagner, autant d'un point de vue du coach que du point de vue de l'athlète. Tu veux donner ton meilleur 100%. Je sais que de ton côté, tu n'avais pas entraîné des gens de ce niveau-là. Fait que c'est pour ça que je voulais avoir ton avis. Mais toi, Louis Dom, justement, dans ta vision des choses depuis que tu es coach, tu as coaché les deux types de clients, qui est monsieur, madame, tout le monde, et les athlètes. Pour toi, premièrement, qu'est-ce que tu préfères? Puis est-ce que tu vois des avantages et des inconvénients à aller plus vers un point de vue entraîner des athlètes pour des compétitions? Je pense honnêtement que la plus grosse différence, ce serait à quel point la personne est prête à faire tous les sacrifices nécessaires pour vraiment atteindre son objectif. T'sais. Quand je fais du monsieur, madame, tout le monde, je m'attends à ce que... Mon but, c'est de trouver une approche qui est un peu comme la vôtre aussi, puis je vous lève le chapeau là-dessus, parce que c'est une bonne façon, je vois vos trucs, c'est super bon, de tout le temps essayer de prôner, de ne pas devoir se restreindre tout le temps. C'est pas une diète, c'est un mode de vie, puis tout ça. Puis ça, je peux pas être plus d'accord avec ça. Pour un client, monsieur, madame, tout le monde, le but, c'est pas de le mettre en shape pour 2 mois, c'est de le maintenir en santé, puis de le maintenir en forme pour le restant de sa vie. Fait que c'est une approche qui est très différente. Quand on parle, par contre, d'une compétition, là, déjà, il faut le savoir que c'est pour un résultat qui va durer un court moment. C'est vraiment le côté compétitif qui va entrer en jeu. Ça ne doit pas être le côté de... En général, les clients qui vont venir me voir pour ça, ceux qui sont là pour les bonnes raisons, je peux dire, sont vraiment là pour... Parce que c'est un sport un peu, on va dire, pour l'amour du sport. Parce que leur but, c'est d'être compétitif. Ils veulent compétitionner. C'est pas pour impressionner du monde sur Instagram. C'est pas pour juste... C'est vraiment à la base pour eux, c'est un dépassement de soi. T'sais. Fait que... Ça, je dirais, c'est la plus grosse différence. Mais c'est ça. C'est vraiment à quel point ils sont capables de faire tous les sacrifices nécessaires. Parce que là, si on parle d'une préparation de compétition, tu peux pas juste quand même suivre un peu ton plan alimentaire. Ça me tente pas de manger ci, ça me tente mais pas de aujourd'hui, prendre ça. tu peux varier ça, ou l'autre jour, tu varies ça. Non, c'est vraiment comme, tu sais, suis le plan de A à Z, ou sinon, ben, fais autre chose. Fait que je dirais que c'est ça la plus grosse différence. As-tu déjà eu des athlètes, justement, que tu as peut-être décidé de ne pas prendre ou que tu as carrément quitté en cours de route? Oui. Parce que les autres, moi, je sais que moi, je suis allé à ma boîte, puis je mangeais mon estiderie à la maison, puis ta gueule. Poulet bouilli. Ouais, c'est ça, regarde, j'en ai mangé un esti du poulet bouilli. Oui. T'avais-tu des gens, justement, qui étaient trop difficiles, trop piqués, puis que, justement, t'as dû, comme, briser, tasser les chemins? Ouais, dans les premières années où j'ai commencé à coacher, là, c'était différent. Parce que c'était vraiment... Je pense que n'importe quel coach qui commence, c'est un peu la même chose. C'est ça. Tu peux pas dire non à un client. On s'entend, là, comme à un moment donné, il faut que tu vives, il faut que tu manges. Fait que c'est normal. Mais avec le temps, maintenant, puis surtout, moi... les côtés préparation de compétition, je les trouve extrêmement plus taxants sur, pas ma santé mentale, mais juste mon niveau d'énergie. Ça me fatigue beaucoup plus avoir un client pour une préparation de compétition versus un client monsieur, madame, tout le monde. Ça occupe beaucoup plus de place dans mon esprit. Ça me donne beaucoup plus de pression, beaucoup plus de stress. Fait que, avec le temps, maintenant, j'ai appris, on va dire, à choisir mes batailles. Quand je vois que c'est une personne que... Tu sais, il y a vraiment des clients que j'ai eus qui m'ont carrément rendu malheureux. Tu sais, c'est con à dire, mais c'est vraiment ça. Là. C'est vraiment un client que je checkais. Puis, tu sais, chaque fois que tu vas dans ton horaire et tu as une rencontre avec lui ou elle aujourd'hui, tu te dis, bon, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Tu sais, ça va jamais bien. Il y a tout le temps des problèmes. Les plans sont jamais respectés. Il y a tout le temps en train de chialer. Tout en train de remettre tout en doute. Fait que ça, c'est des clients que vraiment que j'ai appris à essayer de me dissocier. Fait que oui, c'est arrivé du monde que j'ai été obligé de casser avec des clients carrément. Là. C'est vraiment comme une rupture dans une relation de couple. C'est comme, écoute, c'est pas toi personnellement. Je pense que nous deux, ça clique pas. T'sais. C'est vraiment ça. Puis tous les coachs ont leur approche aussi. Fait que, tu sais, quelqu'un pourrait pas trouver son compte avec moi, puis c'est compréhensible. Ça se peut, tu sais. Je peux pas rendre tout le monde heureux. Ça se peut que des fois, mon approche à moi, pour certains clients, c'est, tu sais, eux, ça ne m'affectera pas avec eux autres. Mais là, ils vont aller voir quelqu'un, puis ça va être mieux. Comme l'inverse est vrai aussi. Tu sais, mon Dieu, le 3/4 de mes clients viennent de d'autres entraîneurs. Fait que, à un moment donné, ça arrive, ça fait partie du jeu. Là. Je pense justement c'est ça une des grosses différences entre les deux types de clients. Je pense qu'on en parlait l'autre fois ensemble d'un point de vue où est-ce que des fois pour les coachs à la maison qui veulent entraîner monsieur, madame, tout le monde, des fois il faut accepter qu'on va peut-être avoir un petit rôle de psychologue un peu, comme d'avoir plus de discussions, peut-être des entraînements moins intenses, peut-être plus des gens qui vont chialer, hey, je veux pas manger la même affaire, fait que tu dois être prêt psychologiquement à ça. Je pense que d'un autre point de vue, quand tu es un entraîneur d'athlète, faut que tu apprennes à tes athlètes à suck it up. C'est comme, c'est exact. ça. Vraiment ça. Shut up. Puis, tu sais, je veux dire, à un moment donné, il faut que les autres ils te respectent là-dedans. Mais c'est la grosse différence entre les deux parce que l'autre,
Je dis pas que tu n'as pas un petit rôle de psychologue que tu peux parler à tes clients, mais c'est plus comme train hard, eat what you gotta eat, puis c'est tout, tu sais. Oui, exact, parce que de toute façon, c'est avec quelqu'un, un client, un monsieur, madame, tout le monde, une clientèle régulière, mon but, c'est tout le temps de rendre les choses le plus simples possible pour elle, tu sais, ou pour lui. Fait que c'est de trouver une façon de plat alimentaire qui est le plus facile à suivre pour elle, qu'elle ne sent pas trop restreinte, qu'elle a quand même de la variété, qu'elle a, tu sais, quelque chose de plus enjoyable, on va dire, de plus amusant, un peu à suivre, puis pas trop plate. Mais pour mon client, monsieur Bam, pour mon client, c'est pas une femme tout le monde. Pour mon client de compétition, là, c'est l'opposé. Là, ça va être dur. Ouais. Ça va être plate. Puis je peux rien faire pour toi. C'est vraiment ça, tu sais. Je peux être là, je peux t'écouter. Oui, je vais faire le rôle de psychologue quand c'est dur pour te remotiver. Parce qu'en plus, j'ai passé tout ce que mes clients traversent, je l'ai déjà traversé. J'ai déjà vécu probablement même pire que tout ce qu'ils ont vécu. Ouais. Fait que déjà, je le sais, c'est quoi, tu sais. Fait que là, je vais être là pour leur en parler, de les calmer, les rassurer. Mais en même temps, ce sera pas plus facile. Je peux pas le rendre plus facile. Je peux absolument rien faire pour eux pour ça. C'est fou que c'est quand même des styles de coaching vraiment différents. Ouais. C'est autant que j'ai déjà eu des demandes pour coacher des gens en compétition. C'était Ouais. en fait à 3 reprises, j'ai toujours à m'en faire. Je peux te coacher jusqu'à un certain point, mais pour les derniers mois, je te réfère à quelqu'un d'autre. J'ai pour un client. Si j'ai une cliente à aller voir quelqu'un d'autre, j'ai un client qui ne dit pas faire compétition, puis un autre que je vais voir un autre entraîneur à 100%. Ben justement, ce que tu as dit, moi je pense super intéressant, c'est vers la fin, il faut tellement que tu sois là, il faut que tu sois présent, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais. Comme moi, Josiane, tu sais, dans la théorie, j'ai jamais fait de compé, fait que même là, quand je me sens pas à l'aise, je réfère à quelqu'un d'autre. Dans la théorie, je la connais, mais moi, ce 2 à 3 mois-là, d'être avec quelqu'un, tu sais, quasiment 100% de temps, d'être tellement présent, ça m'intéresse tellement pas. Puis je me dis qu'il faut tellement que je sois un entraîneur qui est passionné de ça. Parce que ton camp qui texte à 21h59, qui capote le samedi soir, mais t'as pas le choix à dire bon. Tu réponds, Moi, je vais dire, je te réponds lundi matin, mais c'est une compé, fait que ça fonctionne pas. Fait que je trouve ça intéressant, comme tu disais au début, puis les gens qui nous écoutent, c'est que des fois, au début, en tant qu'entraîneur, tu acceptes un peu n'importe qui, faire de l'argent. Mais à certains points, il faut que tu vois aussi c'est quoi tes compétences, c'est quoi ta passion. Oui, si tu as déjà fait une compé, mais coacher quelqu'un toujours de même, si ça te tente pas, tu peux pas dire je vais prendre le client parce que ça me rapporte de l'argent, puis c'est lui qui finit troisième à cause de toi, puis il a pu finir premier avec toi à la place. C'est complètement différent. C'est vraiment bon ce que tu dis là parce que je l'ai vécu un peu moi-même, un petit peu le sentiment d'imposteur, puis je l'ai dit souvent, qu'est-ce qu'on dit dans le podcast, c'est des choses qu'on a vécues dans le passé. Moi, j'ai vraiment vécu autant la période d'être un coach qui n'a aucune certification qu'un coach qui a plein de clients qui a plein de certifications. D'un point de vue, parce que quand j'ai commencé, j'ai fait des compés avec toi, même sans toi, les premières compés. Puis après, je me suis improvisé coach de compétition. Puis je pense que j'ai amené des gars et des filles en shape. Mais je pense quand même qu'il y a le temps une deuxième mentalité en arrière d'un petit syndrome de l'imposteur qui était comme... Ça devrait pas être moi qui fais ça. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme beaucoup de gens à la maison, des coachs qui vont prendre justement n'importe qui. On en parlait dans un ancien podcast, de dire à un moment donné, d'être humble envers nous-mêmes, puis de dire, aller vers qu'est-ce qu'on est, pas nécessairement spécialisé, mais qu'est-ce qu'on est le meilleur pour faire des choses et laisser ça aux autres. Puis, à un moment donné, d'être humble, de faire comme, regarde, je comprends ton objectif, mais je suis pas la meilleure personne qualifiée pour toi. Je vais te référer à quelqu'un. Puis en plus, ça crée des super bonnes relations entre coach puis entre clients, entre clients coach. Je pense que c'est important à un moment donné, justement, de faire la part des choses puis de faire comme, ben, c'est peut-être pas moi qui devrais coacher un athlète de compétition si j'ai fait une compétition puis j'ai fini sixième, tu sais. Ça prend de la maturité, mais aussi, je pense que l'autre aspect un peu moins humain, c'est que ça prend aussi un petit peu un portefeuille. Tu sais, si t'as un entraîneur que t'as 3 clients, t'as un client, tu peux pas aider, c'est la moitié de ta paye, ça se peut que ça te tente moins. Je pense que cette évolution-là va avec le temps. Qu'au départ, je comprenais l'intérêt de référer quelqu'un, mais je le faisais pas. Puis après un certain point que ma clientèle allait déjà mieux, là, ça me dérangeait déjà un peu moins de référer quelqu'un. Ah, c'est sûr. Puis de toute façon, la raison pour laquelle on est là, puis on parle de cette façon-ci en ce moment, c'est parce qu'on s'est tous un peu plantés pour ça, puis on a appris de nos erreurs. Tout arrivé. J'ai eu, je me rappelle encore, si ma mémoire est bonne, c'est 2018. Ça a été l'année où j'ai eu le plus de clients compétitionnés de toute ma vie. C'est l'année où quand j'ai... Pendant que j'étais dans l'année, pendant que t'es dedans, c'était comme juste comme grind, go. Il y avait, mon Dieu, des compés presque tous les 20 semaines dans ce temps-là. Il y en a eu vraiment beaucoup cette année-là. Fait que, tu sais, moi, je tripais. Ça a été la plus grosse année pour mon team de compétition, si je peux dire, en termes de classement, de tout. Ça a été une super belle année. Par contre, quand j'ai fini l'année, j'étais vidé. J'ai dit, honnêtement, wow, si 2019 est comme ça, moi, je vais manger une shot là, pour elle. Je trouvais ça extrêmement difficile. Dès que j'ai pris un break, c'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais fatigué. Puis j'ai dit, mon Dieu, est-ce que j'aime ça? Puis je me suis même questionné, est-ce que j'arrête de faire des préparations de compétition? En même temps, je sais que c'est mon domaine, je sais que je suis bon là-dedans.
ça fait chier d'arrêter quelque chose dans lequel tu es bon. Fait que je disais, OK, non, il faut juste que je scale back un petit peu, que je choisisse un peu plus avec qui je travaille au lieu de vouloir juste travailler avec tout le monde. Ouais. Tu sais, de mieux choisir mes clients, au fond, directement pour ça. Puis de m'assurer d'avoir une bonne relation avec tout le monde. Tu sais, de tous les clients que je réalisais qui me drainaient un petit peu trop d'énergie ou que le match n'était pas bon, ça a été juste d'avoir une conversation avec eux autres, d'être honnête, puis de les référer ou les enligner vers quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Puis ça va mieux depuis ce temps-là. Ouais. C'est sûr. Pour ceux qui ne savent pas à la maison, Louis-Dom est IFBB Pro depuis plusieurs années en men's physique. Je sais que, bon, cette année, je pense qu'il n'y aura pas de compétition, right? Il y en a eu des compés, il y en a eu beaucoup. Ouais, De ton côté, je parle. Moi, non. De mon bord, non. Non. Moi, ce que je veux savoir, surtout, on en a parlé aussi dans l'ancien podcast, j'aime ça revenir sur des sujets comme ça en ayant ta perspective. Tu sais, nous, on n'est pas les personnes les plus en shape. Je pense qu'on réussit bien dans le milieu. On connaît des coachs qui réussissent bien, qui sont vraiment pas en shape. Mm-hmm. Je veux ta perspective de ton côté, à savoir comment est-ce que tu te sens en tant qu'IFBB Pro d'avoir un certain statut, puis de pratiquement toujours devoir être au top de ta game, toujours devoir vraiment montrer que tu es en shape, parce que surtout dans une niche comme les compétitions, je pense pas que tu peux être out of shape. Ben, non. Il y en a, je pense, des très connus. On va parler Annie Rumba, des affaires qui sont comme moins en shape. Ils sont off-season. Oui, on va dire. Ils sont encore corrects, mais tu comprends ce que je veux dire? Ils ont de l'expérience, puis les gens les connaissent pour ce qu'ils font. Donc, quelqu'un comme toi qui en a coaché beaucoup, mais qui est peut-être pas encore à son niveau au niveau de l'expérience, puis de se faire connaître de ce point de vue-là. Comment tu trouves ça de devoir toujours être au top de ta game pour bien paraître envers les clients? Ça, c'est quelque chose que les réseaux sociaux ont amené en général. Je pense que c'est pas juste pour les coachs, je pense que c'est presque pour, en fait, pour un petit peu tout le monde dans l'industrie du fitness. On est maintenant, on est tout le temps placé, on est face aux spécimens génétiquement les plus développés de la planète à tous les jours dès qu'on ouvre notre Instagram. T'sais. Puis oui, il y a bien des gars là-dedans qui sont en shape, puis c'est plate à dire, mais ils ont même pas tant besoin de se forcer pour être en shape. T'sais. Ils sont comme ça à l'année, puis pour eux, c'est juste plus facile. On en connaît tout du monde comme ça, puis ça arrive, puis tant mieux pour eux, c'est cool. Mais oui, ça a créé une espèce de pression que j'ai jamais tant eu de mal à vivre avec cette pression, mais je la gère de mieux en mieux à chaque année, je dirais. T'sais. Avant, c'était vraiment... Mettons que j'étais un petit peu out of shape ou whatever, je ne vais pas mettre aucune photo. Ça se peut pas. Je vais mettre des vieilles photos ou juste des photos habillées ou whatever. Maintenant... Je suis dans cette phase-là, présent. Ouais, des throwbacks tout le temps, là, ouais. Donc là, je regardais des tatous, fait que moi, avec comme ça fait peut-être ça, 3 ouais. ans, gros. Fait que maintenant, c'est plus... Je m'accepte dans toutes les phases. T'sais. Anyway, je suis quand même tout le temps en shape de toute façon, mais même que je sois plus, mettons, super plein de veines, super cut avant de compétition, ou un petit peu plus soft, un petit peu plus petit en off-season, ben ça me dérange pas. J'apprécie les deux styles de physique, puis j'essaie juste de plus prêcher la transparence un peu, puis d'essayer d'éduquer le monde plus sur... de maintenir un bon mode de vie comme ça à l'année. T'sais, ça veut pas dire que parce que tu n'es pas en préparation de compétition que tu devrais jeter toutes les bonnes habitudes au dehors de la fenêtre. Fait que c'est de s'assurer de tout le temps tout garder comme ça. Puis j'ai vraiment un super bel équilibre dans ma vie. Comme je suis rendu au point où c'est pas dur pour moi de me maintenir, on va dire. T'sais, je le vois pas comme une corvée. Suivre mon plan alimentaire. Moi, j'aime avoir, je suis quelqu'un qui a besoin d'un plan. Je suis comme une structure. Sinon, je suis vraiment pas organisé dans la vie. T'sais. Il me faut absolument un planning. Fait que moi, j'ai besoin d'un plan alimentaire. Sinon, honnêtement, je sais pas comment le monde ils font pour manger sans suivre un plan alimentaire. Moi, personnellement, je me dis, mon Dieu, je serais dans le néant. Je serais pas à l'aise, je serais pas confortable. Non, il me faut mes plans, mais je peux les ajuster comme je veux quand je suis pas en préparation. J'ai quand même beaucoup plus de marge de manœuvre, mais j'ai besoin d'avoir une certaine, un certain planning tout le temps, respecter une discipline. J'ai une question qui n'est pas en lien avec ça, mais qui me fait penser à ça. Tu as débuté là, combien de temps à t'entraîner? J'ai aucune idée. Oui, j'ai commencé à m'entraîner en 2010. Le début de l'année 2010. Ça prend 10 ans. Ouais. Tu sais, en fait, comme là, tu es FBB Pro. On le sait que pour réussir, autant que ça prend une mentalité de fer, que soit une génétique qui va jouer avec ça. Est-ce que toi, le 10 ans, vu que je t'ai jamais vu, est-ce que tu étais naturellement en shape, mais juste tu faisais du sport avant? Est-ce que tu étais musclé? Est-ce que tu prenais la masse facilement? C'était quoi ton... J'ai jamais été quelqu'un qui prend de la masse facilement, mais j'ai toujours été vraiment un typique ectomorphe. Mais au moins, c'était simple pour moi. T'sais, mes premières compétitions, j'ai jamais eu de misère à arriver en shape. Ça n'a jamais été difficile pour moi. Est-ce que selon toi, c'était l'alimentation? Tu viens de dire que toi, suivre un plan, c'était l'affaire qui fonctionnait. Est-ce que tu penses que ta personnalité t'a aussi amené là, ou ce que ça donne, ou ça s'est développé? Ça s'est développé. Parce que c'était vraiment l'opposé avant. T'sais, avant, moi, j'avais jamais de plan. En fait, le bodybuilding a changé ma vie totalement pour plusieurs aspects. T'sais. Puis je pense que même au niveau professionnel, je serais pas où je suis si c'était pas de la discipline que le culturisme m'a apporté. Fait que ça, c'est sûr, je suis totalement reconnaissant pour ça. Mais oui, c'est ça, dans le passé, avant que je rentre dans ce lifestyle-là, si on peut dire, j'ai jamais été quelqu'un de super organisé. Fait que moi, des plans, il n'y en avait pas. Je mangeais n'importe quoi, puis au feeling, puis whatever, puis c'était bien correct comme ça. Mais j'ai juste remarqué que
on dirait que tu arrives à un point, à un moment donné, où si tu veux percer dans ce sport-là, tu n'as pas le choix d'être vraiment à 100%. Puis 90, ça ne marchera pas. Ouais. Plus tu montes de niveau, plus la compétition est féroce, plus tu réalises, oh shit. Tu sais, ma première compétition que j'ai eue, ça a été... C'est peut-être chiant à dire, là, mais c'était super facile, ma préparation. Tu sais, j'ai pas super aux 2 scènes, ça a vraiment été facile. Puis, tu sais, oui, j'ai pas été 100% discipliné. J'ai eu des écarts par-ci, par-là. Ça n'a pas été une préparation parfaite, loin de là. Mais... Tu sais, je me suis classé quand même en 2e place. J'étais arrivé super en shape, j'ai pas eu de problème. Fait que dans ma tête, c'était comme, c'est tout ça. Tu sais, c'est facile. Jusqu'à là que je me rends compte que, OK, c'est cool parce que c'était ma première compétition au niveau le plus bas, au niveau régional, amateur, débutant, tu sais. Mais plus que tu montes, puis tu arrives au niveau national, au niveau professionnel, puis, OK, ce que je faisais dans le temps, ça passe plus. Ouais. Ce que je faisais dans le temps, je finis dernier. Puis, garanti, là, dernier, là, tu sais. Fait que ça a été quelque chose que. Je dirais que t'as pas le choix de t'adapter. C'est vraiment, t'as aucune autre option. That's it. Guys, à la maison, je vous rappelle que le podcast aujourd'hui est présenté par l'école de formation Entraîneur en Feu. C'est l'école à moi et Gab qu'on est là pour vous aider à devenir entraîneur ou à vous parfaire en tant qu'entraîneur. En tant qu'auditeur du podcast, on vous donne un 10% avec le code promo SHOW10. C'est pas show comme dans un show-off. Ben oui, dans le fond, c'est comme dans un show-off. C'est pas mal ça. SHOW10 sur le site entraîneurenfeu.com. Donc, si ça vous tente. Je prends le temps de faire une coupure comme ça parce qu'on va être dans un sujet un peu plus deep. J'ai envie qu'on parle de stéroïdes un peu. Aucun problème, ouais. J'ai envie si on avait parlé de ça aujourd'hui. Encore une fois, je connais pas le sujet. Je trouve Moi, j'aime ça parce que l'univers des compétitions, je l'ai fait. Honnêtement, j'ai adoré qu'est-ce qu'il en a été. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Je suis plus dans une période de ma vie où est-ce que je veux en faire, à moins que je tombe sur TRT un jour, possiblement, très possiblement. Ça fait du sens. Mais ce que je veux qu'on parle de ça, c'est un point de vue où est-ce que je sais qu'il y a beaucoup encore de tabous à ce sujet-là. Plus de gens qui en font que jamais. Mais il y a aussi un côté où est-ce qu'il y a des gens qui disent souvent encore « Ah, c'est de la triche. C'est facile d'être en shape quand tu fais des stéroïdes. » Moi, je connais la réponse vu que j'ai vécu ça qui dit si tu fais du stock sans rien faire, ça fait absolument rien. Il faut que tu mettes les efforts. Encore une fois, je veux avoir ton avis, ton opinion sur ça, sur qu'est-ce qui se passe autour de la polémique des stéroïdes. Ouais, ça, encore une fois, c'est exactement comme tu dis aussi. On les entend souvent, ça, mais ça, c'est facile à cause de ci ou à cause de tel produit. Mais ma réponse, ce serait, si c'est si facile, fais-le. J'ai jamais vu personne prendre des produits puis magiquement se métamorphoser. Puis même pour être honnête, la grande majorité de mes clients, ceux que j'ai connus à leur début dans l'utilisation des anabolisants, ont tous été déçus. C'est poche à dire, là, mais ils s'attendent tous à des résultats miracles, puis une métamorphose, puis ils réalisent que, oh shit, pour vrai, c'est pas si gros que je pensais. C'est un amplificateur de résultats. Exactement. Tu fais 110%, tu gagnes 10%. Oui. Tu fais 90%, tu gagnes 1%. En gros, c'est simple. Les plus grosses différences en termes de stéroïdes, selon moi, là, pour un physique, au niveau de l'entraînement, c'est la capacité de récupération qui est accrue, puis le métabolisme des protéines. C'est pas mal ça. Il faut absolument que ta diète soit on point puis que tu manges assez pour mettre du muscle. Puis il faut que tu t'entraînes assez fort. Sinon, ça ne marchera pas non plus. Fait que tu sais, le côté de... On a tous connu du monde aussi des fois qui ont pris des produits un petit peu tout croche, ils ont fait le party, ils mangent un peu n'importe quoi. Ils prennent 20 livres, puis ils sont là en train de dire « Ah, c'est super facile, j'ai pris 20 livres en un mois. » Mais il n'y a pas un livre de muscle là-dedans. Ils ont pris 20 livres de rétention d'eau, d'inflammation, un peu de tout. C'est vraiment... puis au final, quand ils arrêtent, ils perdent tout, puis ils disent « Ah, c'est de la merde, les produits, j'ai tout perdu. » Mais c'est parce que tu n'avais rien gagné au départ. J'ai entendu ça. Exactement. J'ai des throwbacks. Là. C'est fou. C'est dur bâtir du tissu musculaire. C'est extrêmement dur. Puis on a souvent tendance à le banaliser à cause des stéroïdes, comme si ça va être facile. Mais comme... À part certaines anomalies génétiques, de toute façon, ces gars-là, même naturels, sont 2 fois plus gros que tout le monde. Ouais. On regarde des gars comme Ronnie Coleman. Est-ce qu'il est devenu gros parce qu'il prenait des stéroïdes? Non. Il a gagné sa carte pro naturelle. Il était immense. Même moi, honnêtement, j'ai de la misère encore à croire qu'il était naturel quand il a gagné. 17 ans, il squattait 500 livres. Je pense incroyable. Schwarzenegger, à 14 ou 16 ans, il était plus gros que toi. Il y avait combien de gars à ton secondaire qui squattaient 500 livres? Il n'y en a aucun. Quand j'étais un des plus gros, puis j'étais pas gros. Là, comme lui, c'est du monde. À 17 ans, 500 livres. Je pense que le plus gros squat à mon secondaire, ça devait être une tête 25, peut-être 175, 185 top, là. Je squattais même pas au secondaire, genre, je faisais des 25 livres sur le press. Exact. C'était rough. Le plus gros bench à mon secondaire, c'était moi puis un de mes chums, puis c'était une plate pour 3 reps. C'était le plus gros bench. Fait que, tu sais, quand je vois des autres gars après ça qui pitchent 3 plates quand ils sont en quatrième année du secondaire, je fais comme, OK, tu sais, comment tu veux t'attendre à ce que ces gars-là soient le même format que nous après? C'est normal qu'ils soient plus gros. Fait que, tu sais, je trouve que les stéroïdes sont, oui, une porte vers atteindre quelque chose de plus exagéré, si on peut dire, parce que, regarde, on se voit là pas la face non plus. Il y a personne qui va créer un physique comme les culturistes professionnels en ce moment sans stéroïdes. Ça, ils sont pas dit de bullshit non plus, là. Mais
même si ces gars-là te enlèvent les produits, ils sont quand même 2-3 fois plus gros que le reste du monde normal. C'est quand même juste un amplificateur, comme tu disais tantôt, exactement. Fait que, puis c'est une décision personnelle. C'est quelque chose que, je coach du monde naturel, je coach du monde qui ne le sont pas. J'ai aucun problème avec les deux côtés. Ma vision, c'est juste, il y a moyen d'en faire d'une façon plus santé. On va pas dire santé, mais plus santé, plus contrôlée. Ça va te coûter plus cher, par exemple. Puis c'est une des raisons pour lesquelles le monde le font tout croche, puis les stéroïdes ont une plus grosse mauvaise réputation. C'est important de le dire, ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, justement, qui... First, le marché noir, il y en a à côté de gens qui, first, ne font pas affaire avec un coach, qui vont juste en commander, qui vont faire n'importe quoi de n'importe qui font pas leur apprécier. Ils font juste n'importe quoi, n'importe quand. Ils se demandent pourquoi ils n'ont pas des résultats ou ils se demandent pourquoi ils sont fuckés les hormones de A à Z. Puis il y en a tellement, tu sais, le nombre de clients qu'hormonalement, ils sont complètement fuckés que je rencontre, c'est incroyable. Je les envoie voir un docteur, puis tu sais, déjà, je leur dis d'aller voir un docteur, puis oh mon Dieu, mais là, faut que je fasse ça. Je suis comme, t'avais jamais fait ça avant? Ok, tu sais, c'est peut-être une couple de décisions. T'sais. Honnêtement, c'est juste que la décision est trop banalisée de commencer les stéroïdes. Vraiment. Alors que c'est un super gros engagement. Là. Parce que je veux dire, tu sais, moi, quand je l'ai fait, est-ce que j'ai pris une décision si éclairée quand j'ai commencé? Je peux dire que non, honnêtement. C'était vraiment plus... Tu sais, moi, ça a été pour une de mes compétitions la première fois que j'en ai pris. Mais en même temps, c'était sous la supervision de mon entraîneur. Puis ça, je suis reconnaissant pour lui. Il n'a jamais été rien de trop extrême. Ça a toujours été super smooth. Fait que tu sais, j'ai jamais eu de problème. Mais après ça, ça a été une décision de vie aussi de faire, OK, si je décide de prendre cette voie-là, il faut faire ce qu'il faut aussi pour s'assurer de rester en santé. Ce qui veut dire les bilans sanguins, les bilans hormonaux, les rencontres avec les docteurs, les produits, tout de plus de santé naturelle. C'est poche, mais ça va te coûter cher. De le faire de la bonne façon, c'est je dirais si tu fais des stéroïdes tout croche ou de la bonne façon, c'est un 300$ de plus par mois. Fait qu'il faut de l'argent pour faire ça. Mais souvent, le monde, il veut juste des résultats super rapides. Ils veulent acheter un pot d'une affaire, tout croche, puis se loader complètement, tu sais. Fait que souvent, c'est les moyens qui... C'est pour les soucis financiers qui font que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font tout croche ou ils veulent juste pas mettre leur argent là-dedans. Je vais se faire un petit ajout là-dessus parce que comparé à vous, j'ai jamais fait de compétition, j'ai pris un produit stéroïdien. J'aurais un avis, pas un avis, mais un vue extérieur à ça. Je trouve qu'au niveau de la compétition, ça... J'aurais ajouté ce que tu as dit, ça fait tellement partie du sport que si ton but vraiment c'est d'être numéro 1 au monde, même au Canada, tu n'as pas le choix d'en prendre. Exact. Je pense que dans les gros points, c'est justement, tu l'as tellement bien dit, les gens prennent des quantités tout croche sans avoir rien en arrière. Les prises de sang, c'est la chose la plus importante. Totalement. Justement, c'est comme j'ai dit, comme tu as dit, c'est vraiment un amplificateur de résultats. Si tu en prends, tu peux t'entraîner plus fort, tu peux plus récupérer, tu peux avoir plus de résultats. Si tu prends des mauvais produits, tu peux te scraper la santé, tu peux scraper ton portefeuille. Si ton but, c'est d'en prendre, faire un cycle, tu perds ton temps. Parce que le but, c'est que si tu en prends, techniquement, pour le plus gros résultat, tu n'arrêtes jamais ou bien tu vas arrêter ça à part, bien sûr, tes obstacles et tout ça. Les gens vont prendre vont mettre des 80$ à leur gym body, vont prendre un cycle, puis changer des premiers perdre 20, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'ils ont des problèmes de santé. Rachel, ton but, c'est d'être le numéro 1, prends-en. Fais un suivi avec un coach qui connaît ça, avec des produits de qualité, avec des prises de sang, parce que ça fait partie du sport. C'est important à faire, mais il faut faire ça intelligemment. Parce que, je pense pas qu'on peut dire que c'est bon, mais il y a des façons de faire que c'est pas mauvais. Que le corps, il y a à peine de résultats négatifs parce que rien n'est parfait, puis des fois, on sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Mais c'est pas un coach compétent qui fait des bons produits, comme ces produits peuvent tellement t'emmener plus loin que la façon naturelle, que je comprends tellement les gens qui en prennent, mais il faut justement faire ça intelligemment parce que tu peux te scraper à la santé. Puis en plus, ce qu'il y a là-dedans, c'est que les problèmes, quand ils viennent, c'est pas du jour au lendemain. Ça se développe graduellement. Fait que si déjà tu es quelqu'un qui décide d'en faire, mais qu'en contrepartie, à chaque 3 mois, tu vas aller faire une prise de sang peut-être. Tu sais, au final, c'est quoi ça, 4 fois pendant une année, faire une prise de sang? C'est rien, tu sais. Pour une aussi grosse décision que tu as prise, qui pourrait mettre en péril ta santé, tu sais, la moindre des choses dans ma tête, ce serait ça, de se faire checker aux 3-4 mois au moins minimum. Mais tu vas le voir s'il y a quelque chose. Puis tu es capable de rectifier le tir avec ton docteur. Tu sais, tant que tu as un docteur qui est à l'aise de parler de ces choses-là. Là. Mais oui, c'est ça, tu sais, au moins tu vas avoir l'aide qu'il faut, puis tu vas t'empêcher carrément de te maganer. Tu sais, le monde qui dit j'ai fait un produit, puis je me suis complètement magané. Pour vrai, là, c'est pas juste le produit qui les a maganés. C'est le reste ça a été vraiment une accumulation de plusieurs facteurs sur une longue période de temps. Ludam, pour terminer, j'aimerais savoir de ton côté s'il y a des gens à la maison qui font des compétitions ou qui aimeraient en faire ou qui aimeraient possiblement devenir coach pour des athlètes de compétition. En tant qu'entraîneur, ce serait quoi tes recommandations? OK. Tu veux dire sur comment choisir un coach ou quelqu'un qui veut devenir coach? Plus devenir coach. Qui veut devenir coach? Un podcast sur les coachs, j'aimerais savoir si, moi, je te dis demain,
Ludum, je commence Ouais. à donner plus expérimenté, j'ai fait des compétitions, j'aimerais ça coacher d'autres personnes qui ont fait des compétitions. Mettons, ce serait quoi tes principaux conseils que tu pourrais me donner? En premier, je te dirais, engage un bon coach. Puis comme carrément shadow là, essaie d'en apprendre beaucoup. Fais-toi coacher par, investis. Prends quelqu'un de bon, fais-toi coacher pendant 1 an non-stop avec lui. Fais 1 ou 2 compétitions peut-être dans cette année-là avec la personne, puis pose beaucoup de questions à chaque étape de la route pour voir mais le comment du pourquoi dans le fond. C'est pour savoir la procédure, comment lui il travaille, dans quelle optique, les raisons pourquoi il te fait prendre tel produit, pourquoi il te fait faire tel nombre de cardio, pourquoi il te fait manger telles affaires versus autres. Quand il fait des changements dans tes plans alimentaires, pose des questions, reste vraiment à l'écoute, puis surtout reste ouvert au niveau de toutes les informations que tu peux retrouver. Pour vrai, on n'a pas d'excuses pour manquer d'informations maintenant en 2020 avec Internet, avec tout ça, avec les connaissances qu'on a. Fait que ayez pas peur d'aller demander à du monde, de poser des questions. Puis soyez jamais fermé d'esprit. Le bodybuilding, c'est vraiment... Il n'y a pas juste seulement une route qui mène... Il n'y a pas juste une route qui mène à Rome. Tous les chemins mènent à Rome. Exactement, oui. C'est fou fonctionner. comment... J'ai vu des méthodes fonctionner des fois que dans ma tête, au début, j'étais... mon Dieu, OK, je suis pas tant sûr. Mais plus tu lis un peu, tu regardes, ça fait peut-être un peu de sens. Puis au final, guess what, ça fonctionne. J'ai vu une preuve de compé keto, puis même pour la pompe avant, puis le gars avait une shape de feu, puis keto, là, jamais t'aurais pensé à ça, parce que Tout est glucides dans possible. de whey, puis non keto, puis la shape de feu pareil. Tout est possible parce que tout le monde est différent. Puis c'est ça qu'on réalise le plus, je te dirais, je pense peut-être, mais en coachant les athlètes de compétition, à quel point tout le monde fonctionne, tous les corps fonctionnent, ils réagissent différemment. Fait que trouve-toi un bon coach, va chercher des formations. C'est sûr que pour vrai, les formations, je trouve que honnêtement, dans ma tête, je trouve que c'est une base. Ouais. N'importe quel entraîneur, si tu as 0 formation, dans ma tête, c'est un minimum. C'est comme un permis de conduire. Je veux dire, tu as ta formation, au moins d'avoir une bonne formation générale de base sur l'entraînement, sur l'alimentation, pour dire que tu t'en vas pas scraper du monde tout croche à cause que toi, tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire quand, dans le fond, non, t'es en train de maganer quelqu'un. Fait que, juste comme dans ces conditions-là, oui, je dirais les formations. Sinon, après ça, au final, c'est la formation continue. Fait que c'est de rester à jour dans tes connaissances, reste au fait de ce qui se passe dans le milieu. Puis aussi, au niveau du bodybuilding, si ton but, c'est de préparer des clients de compétition, suis qu'est-ce qui se passe dans le monde du culturisme. Intéresse-toi aux différentes classes. First, est-ce que tu veux coacher n'importe qui? Je veux dire, admettons, si tu es un coach, tu commences à coacher, tu veux amener une fille bikini sur le stage, mais tu n'as jamais vu de compétition bikini où tu sais pas vraiment c'est quoi les critères, tu vas avoir de la misère. Ta fille, elle gagnera pas, pour vrai. Les critères sont extrêmement précis dans la catégorie bikini. Ils sont extrêmement aussi dans la catégorie men's physique. En fait, dans un peu toutes les catégories. Fait que essaie de vraiment apprendre à voir c'est quoi les différences entre chacune des catégories, puis qu'est-ce qui fait que les filles au top, ils gagnent. Il y a un peu les feedbacks des juges, tout ça. Fait que c'est d'avoir plus d'informations pour ça. J'ai une question, en fait. Est-ce que tu as vu des formations pour devenir coach ou apprendre par rapport à ça, ou bien c'est J'en ai fait une. Ouais, j'en ai fait une avec l'Institut AAT. C'était préparation de compétition carrément. Ouais. Je pense qu'il y a un séminaire une fois. Une fois. Il n'y a pas beaucoup de formation pour ça. Sinon, par contre, je te dirais, dans les formations intéressantes, il y a Lane Norton qui a sorti son livre de coaching qui fait quand même du sens. T'as Chris Aceto qui a sorti son livre aussi qui font quand même du sens. Fait que déjà, ces deux-là, c'est 2 bonnes références pour quelqu'un qui connaît absolument rien, qui voudrait au moins connaître, s'enligner un peu. Oui, c'est le point de vue juste d'un coach, mais c'est déjà ça. Surtout que c'est un bon coach. Fait que c'est bon. Là. Ouais. Mais sinon, c'est l'expérience au final. C'est d'avoir du vécu. C'est dur de coacher pour des compétitions quand t'as pas d'expérience. First, si tu l'as jamais fait, c'est encore plus difficile. Fait que c'est d'essayer vraiment de te mettre à la place du monde, de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, puis de le voir, de réaliser tout ce que ça demande pour pouvoir performer là-dedans dans ce sport-là. Là. Je parlais d'être humble tantôt. Je pense justement des fois, c'est comme moi je l'ai fait dans le passé comme erreur, mais c'est aux gens à la maison aussi si vous n'avez pas de formation, si vous faites juste une compétition, c'est peut-être pas le meilleur timing pour directement devenir athlète, coach professionnel pour athlète. Je veux dire, des fois, c'est juste dire fine, c'est peut-être pas mon année, je vais continuer à m'intéresser si c'est vraiment la voie que je veux faire. Puis après une couple de temps, une couple de formation, j'ai dit 2 fois formation, une couple de formation, une couple de compétition, pardon. Puis là, peut-être te lancer. Oui, exact. Puis aussi, pour ajouter à ça, il faut aussi dire au monde que le syndrome d'imposteur, au début, tout le monde va l'avoir. C'est garanti. C'est la première fois que tu coaches quelqu'un pour une compétition, ça reste que c'est ton premier. Je veux dire, les premières preps que j'ai fait dans ma vie, j'y repense, puis je suis comme, hey boy. Il y a des enfants que je ferais totalement différents. Ça, c'est tant mieux. C'est qu'est-ce qu'il faut. Oui. Si tu ferais la même chose que là 10 ans, il y a vraiment un gros problème. Ils sont arrivés en shape quand même. Là. Ça s'est pas mal passé pour mes premiers clients.
Mais je regarde mon coaching dans le temps versus ça maintenant, c'est les pommes et les oranges, c'est complètement différent. Là. Mais c'est ce qu'il faut aussi, c'est bon. Mais il faut savoir que comme en commençant, le syndrome d'imposteur, tout le monde va le vivre, tout le monde va l'avoir, puis ça fait juste partie du jeu. Il faut juste persévérer. Messieurs, un grand merci d'être venu avec mon podcast aujourd'hui. C'était super intéressant. Un grand merci. Donc, vous pouvez trouver Louis-Dom sur ses différents réseaux sociaux. Je sais que tu es pas mal sur Instagram, Facebook aussi. Louis-Dom qui s'en va faire un grand voyage dans le sud. Dans 2 semaines. On part dans 2 semaines. Hein? Feu la COVID un peu. Pour les gens à la maison, merci d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. Je vous rappelle que les épisodes sont tous disponibles sur Spotify, Apple Podcasts, en vidéo sur YouTube et sur Facebook aussi. Si vous avez des suggestions pour des prochains épisodes ou des prochains invités, évidemment, on est ouvert à ça aussi. Et sur ce, je vous dis à un prochain épisode. Bye guys.